Long Tan est la légende que tout le monde connaît. Mais il existe une autre bataille bien plus brutale, qui a duré 26 jours et nuits, et qui a coûté la vie à plus d'Australiens que toute autre confrontation de la guerre. Ce fut le baptême du feu des chars Centurion de 50 tonnes dans la jungle, un endroit où les artilleurs abaissèrent leurs canons pour tirer à bout portant sur un ennemi à quelques mètres seulement, et où des flèches d'acier Splintex furent déchaînées pour arrêter des vagues humaines incessantes. Ce n'était pas une escarmouche, c'était une collision frontale entre l'élite australienne et les meilleures divisions de l'armée nord-vietnamienne. Êtes-vous prêt à pénétrer l'enfer des bases de soutien de feu de Coral et Balmoral en mai 1968 ? La poussière de l'offensive du Tet s'était à peine dissipée que les commandants de l'armée nord-vietnamienne, NVA, commencèrent à préparer un second coup décisif contre Saigon. Pour contrer cela, la première force opérationnelle australienne, un ATF, fut déployée au nord de la capitale, dans la province de Bien Hoa. Leur objectif était l'opération Tuan Tang 1, établir une série de bases de soutien de feu, FSB, qui agiraient comme des bouchons dans la bouteille, interceptant les régiments NVA en retraite ou en regroupement pour leur prochaine attaque. Les Australiens choisirent deux emplacements stratégiques, baptisés FSB Coral et FSB Balmoral. Sur le papier, la mission semblait être une opération de blocage standard. Les renseignements militaires indiquaient une activité ennemie, mais la zone était principalement un corridor de transit pour de petites unités de guérilla. Rien ne laissait présager que les Australiens allaient planter leur drapeau directement sur les principales routes d'infiltration de deux divisions d'élite, les 7e et 9e divisions NVA. L'arrivée à FSB Coral le 12 mai fut marquée par un chaos logistique. En raison de retards dans les insertions par hélicoptère et d'une végétation dense, la base n'était que partiellement établie au coucher du soleil. Contrairement au périmètre défensif exemplaire dont les Australiens étaient réputés, Coral n'était qu'une collection fragmentée de fosses pour canons et de trous peu profonds. La majeure partie de l'infanterie était encore en patrouille, laissant le cœur de la base, où se trouvaient les pièces d'artillerie lourde, dangereusement exposé. Les soldats étaient épuisés après avoir passé la journée à dégager des zones d'atterrissage sous une chaleur accablante, et beaucoup n'avaient pas creusé leurs trous à la profondeur requise. Ce que les Australiens ignoraient, c'est qu'ils étaient observés. Des milliers de réguliers NVA étaient déjà dissimulés dans les broussailles environnantes, leurs éclaireurs repérant les coordonnées exactes des positions de canons australiennes. Le commandant NVA vit une opportunité rare, une unité alliée prestigieuse prise au piège à découvert, avec son arme principale, l'artillerie, vulnérable à une assaut rapide et massive. Lorsque l'obscurité tomba sur les broussailles de Bien Hoa, un silence trompeur s'installa. Les Australiens, habituellement maîtres de la nuit, allaient connaître un renversement de rôle. Ils n'étaient plus les chasseurs, mais les proies. Vers 3 heures du matin, le silence ne fut pas simplement brisé, il fut anéanti. Un barrage massif de roquettes et de mortiers commença à balayer la base, marquant le début d'une épreuve de 26 jours qui deviendrait le chapitre le plus sanglant et le plus soutenu de l'histoire militaire australienne. La mission tranquille avait disparu, remplacée par les salves d'ouverture d'un enfer oublié. À 3 heures du matin, le 13 mai, l'obscurité à FSB Coral explosa en une symphonie terrifiante de feu. Le barrage nord-vietnamien initial n'était pas une simple diversion, c'était une frappe de précision visant à paralyser la base. Roquettes et mortiers s'abattirent sur le poste de commandement et les lignes de mortiers. Mais la cible principale était la 102e batterie de campagne. Alors que les obus tombaient, des centaines de réguliers NVA du 141e régiment surgirent des hautes herbes, chargeant vers le périmètre australien sous le couvert de leur propre acier tombant. La situation était catastrophique. La base n'était occupée que depuis quelques heures. Le fil de fer barbelé du périmètre était incomplet et de nombreuses unités d'infanterie étaient trop éloignées pour intercepter la ruée initiale. Les troupes NVA avancèrent avec une vitesse et une agressivité qui stupéfièrent les défenseurs, envahissant rapidement les fosses peu profondes de la 102e batterie.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des artilleurs australiens se retrouvèrent au cœur d'un combat d'infanterie frénétique au corps à corps pour sauver leurs canons. Alors que l'ennemi affluait dans les positions de canon, les artilleurs, entraînés à tirer sur des cibles à des kilomètres, devinrent des fantassins de première ligne. Ils saisirent leurs pistolets mitrailleurs F1 et leurs fusils SLR, engageant un corps à corps désespéré sur les sacs de sable. L'un des obusiers fut capturé et temporairement occupé par les troupes NVA qui l'utilisèrent comme couverture pour tirer sur le reste de la base. L'air était saturé d'odeurs de cordite, de cris des blessés et d'éclairs aveuglants des grenades. « Les salauds étaient juste sur nous », se rappela plus tard un artilleur. « On ne les voyait pas avant qu'ils soient à 5 mètres, et alors c'était une question de qui tirait le plus vite. » Réalisant que la batterie allait être complètement submergée, les Australiens accomplirent un acte de courage pur. Pendant que certains artilleurs repoussaient l'ennemi avec leurs armes légères, d'autres maniaient les obusiers de 105 mm restants. Dans un geste de désespoir absolu, ils abaissèrent les énormes canons à l'horizontale, les pointant directement sur les rangs des soldats NVA chargeant à seulement 30 à 50 mètres. Ils ne tiraient pas sur une coordonnée, ils tiraient à bout portant dans la vague humaine. Le souffle des canons était si puissant qu'il projetait les artilleurs en arrière et aveuglait momentanément tout le monde aux alentours. Les obus explosifs déchiquetèrent les rangs chargeants, créant un vide temporaire dans l'élan ennemi. Cette défense brutale par tir direct offrit aux Australiens les secondes nécessaires pour se regrouper. Malgré le chaos, les artilleurs de la 102e batterie refusèrent d'abandonner leur poste, s'accrochant à leurs bêtes d'acier dans un enfer de minuit qui avait transformé leur base de soutien en abattoir. Alors que les NVA continuaient à s'infiltrer dans les brèches du périmètre inachevé, les artilleurs australiens de la 102e batterie réalisèrent que les obus explosifs standards ne suffisaient plus. L'ennemi était si proche que le rayon d'explosion d'un obus traditionnel risquait de tuer les défenseurs en même temps que les attaquants. Dans ce moment de péril extrême, l'ordre fut donné de charger les obus Splintex, un tir en canister spécialisé et terrifiant conçu pour la défense à courte portée. Un obus Splintex, officiellement le XM546 Beehive Round, n'explosait pas comme un obus d'artillerie classique. Il agissait comme un gigantesque fusil de chasse. À la sortie du canon, l'enveloppe se rompait, libérant environ 8000 petites fléchettes d'acier, des flèches d'1 pouce de long avec queue barbelée. Ces fléchettes voyageaient à vitesse supersonique, s'éventant en un cône mortel de métal tournoyant, capable de déchiqueter tout sur son passage. Les artilleurs australiens abaissèrent une fois de plus leurs obusiers de 105 mm. L'ordre fut « 0 à la bouche », signifiant que l'obus détonnait dès la sortie du canon. Le rugissement fut cataclysmique. Un craquement assourdissant signala la libération de dizaines de milliers de flèches d'acier dans l'obscurité. L'effet sur les rangs NVA chargeants fut instantané et atroce. Le mur d'acier n'arrêta pas seulement les attaquants, il vaporisa pratiquement les premières et secondes vagues. À la lumière vacillante des fusées éclairantes, la scène était cauchemardesque. Les fléchettes étaient conçues pour culbuter en vol, créant un effet fauchant capable de pénétrer les broussailles tropicales les plus épaisses et les charges d'infanterie les plus déterminées. Les soldats NVA, qui étaient à quelques secondes de s'emparer de la batterie entière, se retrouvèrent pris dans un vent de métal. Ceux qui ne furent pas tués instantanément furent forcés de retraiter dans les broussailles, leur élan brisé par la violence mécanique pure des obus Splintex. « Ce n'était pas comme une explosion normale », murmura un artilleur vétéran lors d'un débriefing. « C'était un sifflement, un gigantesque sifflement métallique après le bang, et puis le silence. Pendant quelques secondes, rien ne bougeait devant le canon. » L'utilisation des Splintex à FSB Coral fut un tournant. Elle prouva au commandant nord-vietnamien que les Australiens étaient prêts à employer tous les outils de leur arsenal pour tenir le terrain. Même alors que leurs camarades tombaient et que leurs fosses étaient envahies,
Les artilleurs restèrent à leur pièce, chargeant ces obus ruches de mains tremblantes sous la pluie torrentielle. Les petites flèches d'acier des obus Splintex devinrent les sauveurs silencieux de la 102e batterie, taillant un sanctuaire sanglant dans le chaos de l'assaut de minuit et assurant que le cœur de la base de feu continuait à battre. Le répit offert par les obus Splintex ne fut que temporaire. Les NVA, faisant preuve d'une ténacité terrifiante, se regroupèrent et lancèrent une nouvelle vague d'assaut. Vers 4 heures du matin, la situation à FSB Coral atteignit son point le plus critique. L'ennemi avait réussi à contourner les fosses extérieures et se trouvait maintenant à l'intérieur des barbelés en nombre important. Des soldats nord-vietnamiens rampaient parmi les bunkers australiens, lançant des grenades et utilisant l'obscurité pour semer une confusion totale. Dans l'environnement désespéré du poste de commandement, les officiers australiens firent face à un choix cauchemardesque pour tout commandant. L'ennemi était si profondément intégré dans leur position que la défense conventionnelle n'était plus possible. Le major Ian Whitehead et les officiers observateurs avancés savaient qu'il n'y avait qu'un moyen d'expulser les NVA. Appeler un tir Danger Close des batteries de soutien des bases voisines et des canons encore fonctionnels à Coral. Danger Close est un terme militaire clinique pour une réalité viscérale. Faire pleuvoir des obus explosifs sur ses propres coordonnées. Les fantassins australiens reçurent l'ordre de s'enfoncer le plus profondément possible dans leurs trous, pressant leur visage dans la terre rouge et couvrant leur tête de leurs bras. De l'autre côté du paysage sombre, les obusiers de 105 mm et les mortiers lourds ouvrirent le feu. Les obus hurlèrent au-dessus de leur tête et détonèrent avec un choc sourd qui ébranlait les eaux, directement sur les bunkers australiens. Le sol se souleva comme le pont d'un navire en tempête. Pour les Australiens blottis dans leurs trous, l'expérience fut une surcharge sensorielle de chaleur, de poussière et de pression assourdissante des explosions. Ils entendaient les éclats siffler contre les canons d'acier de leurs propres pièces et les cris des soldats NVA pris à découvert au-dessus d'eux. Ce fut un test suprême des nerfs d'acier du soldat australien. Il exigeait une confiance absolue et inébranlable dans la compétence de leurs artilleurs. Si un seul obus déviait de 20 mètres, ils anéantiraient leurs propres hommes. Mais la précision de l'artillerie royale australienne fut impeccable. Les obus agirent comme un gigantesque balai, nettoyant la surface de la base de l'ennemi, tandis que les Australiens restaient protégés dans le sein de la terre. Lorsque la fumée se dissipa après ce bombardement interne, l'assaut NVA avait été décapité. La tactique du hugging, rester collé aux lignes alliées pour éviter les frappes aériennes, fut vaincue par la volonté australienne d'appeler le feu sur eux-mêmes. Quand le soleil se leva sur les vestiges calcinés de la base, les hommes de Coral émergèrent de la terre, assourdis et secoués, mais toujours en possession de leurs canons. Ils avaient survécu à la boule de feu dans l'obscurité en transformant leur plus grande arme en leur propre bouclier. Après la quasi-catastrophe à Coral, le commandement australien réalisa que les Nord-Vietnamiens opéraient avec un niveau de puissance de feu et de coordination nécessitant une réponse plus agressive. La décision fut prise de déployer les chars Centurion de l'escadron C du 1er régiment blindé. Ce fut une décision historique. De nombreux commandants alliés avaient auparavant douté que ces monstres britanniques de 50 tonnes puissent opérer dans le terrain mou et imprévisible de la brousse vietnamienne. Le 24 mai, alors que les Australiens établissaient une base sœur, FSB Balmoral, les Centurions arrivèrent. Leur présence changea instantanément le paysage psychologique de la bataille. Alors que les APC M113 utilisés à Longtan étaient essentiellement des taxis blindés, le Centurion était un vrai prédateur. Blindage épais résistant à la plupart des armes légères et un canon principal de 20 livres capable de raser un bunker en un seul tir. Les Nord-Vietnamiens, cependant, n'étaient pas intimidés. Dans la nuit du 25 mai, le 165e régiment NVA lança une assaut féroce sur Balmoral, avec pour objectif de prouver que leur lance-roquettes RPG-7, B-40, B-41 pouvaient neutraliser le blindage australien. Lorsque les clairons retentirent et que les vagues humaines déferlèrent, les chars devinrent le centre d'une lutte chaotique illuminée par les feux.
La coordination entre les centurions et l'infanterie fut une leçon magistrale de guerre moderne. Les chars ne restèrent pas immobiles comme des blocos statiques, ils se déplacèrent agressivement dans le périmètre, utilisant leurs puissants projecteurs pour aveugler l'infanterie NVA oncoming. Quand l'ennemi tenta d'essaimer les chars pour poser des charges Satchel, les fantassins australiens, positionnés dans des tranchées entre les chars, les abattirent avec leurs fusils SLR, protégeant les flancs vulnérables des géants d'acier. En retour, les centurions fournirent un tir en canister terrifiant, similaire aux obus Splintex de l'artillerie. Leurs canons principaux se transformèrent en fusils de chasse géants, projetant des milliers de pelés métalliques devant des barbelés. Les troupes NVA, habituées à combattre de l'infanterie et des véhicules légers, se retrouvèrent face à un véritable mur d'acier mobile que leurs roquettes peinaient à percer. Les centurions à Balmoral firent plus que tenir la ligne, ils brisèrent l'esprit NVA. La vue de ces monstres émergeant de la fumée, largement indifférents aux impacts de roquettes qui noircissaient leur peinture, envoya un message clair. Les Australiens avaient apporté un niveau de violence industrielle que les NVA ne pouvaient égaler en assaut direct. Balmoral devint une forteresse imprenable, ancrée par le poids de fer des centurions et la volonté incassable des hommes qui combattaient à leurs côtés. Au-delà de l'adrénaline des assauts terrestres, la bataille de Corral-Balmoral évolua en un test brutal d'endurance humaine. Ce n'était plus seulement un affrontement tactique, c'était une guerre psychologique menée sous la chaleur écrasante du jour et l'incertitude terrifiante de la nuit. Pendant 26 jours, les hommes de ces bases de feu vécurent sous une pluie rythmée constante de feu nord-vietnamien. Ce n'était pas le harcèlement hit and run des guérilleros, mais le bombardement soutenu et calculé d'une armée professionnelle déterminée à briser l'esprit australien. Les NVA adoptèrent une mentalité de siège. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas toujours submerger la base, alors ils visaient à priver les Australiens de sommeil et de santé mentale. Jour et nuit, le thud des mortiers ennemis et le whoosh des roquettes de 122 mm devinrent la bande-son de la vie à Corral. Les soldats vivaient en hypervigilance permanente. Chaque craquement de brindilles ou froissement d'herbe à éléphant déclenchait une montée de cortisol. Le sommeil était arraché par tranches de 20 minutes, souvent dans la boue au fond d'une tranchée, le fusil contre la poitrine. Les conditions environnementales accentuaient le toll psychologique. La province de Bien Hoa était une cocotte minute d'humidité. Le jour, le soleil cognait sur la terre rouge dégagée de la base, réfléchissant la chaleur comme un four. Les hommes, couverts de sueur et de poussière, devaient réparer leurs bunkers et tendre plus de barbelés, sachant que tout ce qu'ils construisaient pouvait être détruit au coucher du soleil. Il n'y avait pas d'arrière à Corral. Chaque pouce carré était la ligne de front. « On arrête d'avoir peur après la première semaine », se rappela un sergent vétéran. « On devient juste vide. On regarde les roquettes arriver comme des étoiles filantes et on espère juste que ça touche le gars d'à côté plutôt que son propre trou. » C'est le piège psychologique de la base de feu. Cette fatigue mentale mena au fameux regard à milliards, un regard vacant et défocalisé dans les yeux d'hommes ayant vu trop de violence à échelle industrielle. Pourtant, malgré l'épuisement, la discipline australienne ne craqua pas. Les nerfs d'acier des Anzacs furent maintenus par un humour noir et sombre et la présence constante de leurs officiers qui insistaient sur la routine même au milieu d'un cimetière. Ils nettoyaient leurs armes, partageaient leurs maigres rations et attendaient. Les commandants NVA avaient espéré que la pression constante mènerait à un effondrement d'unité, mais ils avaient sous-estimé l'entêtement du caractère australien. Pendant que les Nord-Vietnamiens comptaient sur l'échec des nerfs australiens, ceux-ci s'habituaient simplement à l'enfer. Ils se transformèrent de soldats fatigués en une force endurcie et réactive, fonctionnant à l'instinct et à la fraternité, prouvant que l'on peut bombarder la position d'un homme, mais pas facilement bombarder sa résolution. Lorsque les canons se turent enfin à Corral et Balmoral début juin 1968, le paysage ressemblait à une scène de la Somme plutôt qu'au tropique vietnamien luxuriant.
La Terre Rouge était un désert cratérisé, jonché des vestiges déchiquetés de milliers d'obus d'artillerie, de traces de chars brûlés et des débris de 26 jours de combats ininterrompus. Les Australiens avaient tenu la ligne, mais au prix le plus élevé jamais payé par la nation dans une seule opération de la guerre du Vietnam. Le poids statistique du sacrifice était sombre. 25 Australiens tués et près de 100 blessés. Pour une force de la taille australienne, ces chiffres étaient stupéfiants. Les bataillons d'infanterie, particulièrement le 1 RAR et le 3 RAR, avaient été étirés à leurs limites absolues, tandis que la 102e batterie de campagne avait survécu à une épreuve qui deviendrait un chapitre légendaire de l'histoire du régiment royal d'artillerie australienne. De l'autre côté des barbelés, le carnage était encore plus profond. L'armée nord-vietnamienne, malgré son génie tactique et son courage fanatique, avait payé un prix dévastateur pour sa tentative de submerger les bases de feu. Bien que les comptes officiels soient difficiles dans la jungle chaotique, on estime que plus de 300 soldats NVA furent tués et des centaines blessés. Les clôtures périmétriques de Coral et Balmoral étaient des témoignages macabres du mur d'acier, drapés des corps de ceux qui avaient tenté d'assaut les canons australiens. L'après-bataille fut un temps de réflexion sombre. Pas de parade victorieuse dans la boue, seulement le travail épuisant d'identifier les morts et de nettoyer le champ de bataille. Les soldats australiens, uniformes en lambeaux et visages marqués du regard à milliards, bougeaient avec la lenteur délibérée d'hommes ayant vieilli de décennies en moins d'un mois. Ils avaient défendu la porte de Saigon, interceptant avec succès les régiments NVA et empêchant une seconde offensive générale d'atteindre le cœur de la capitale. Cette victoire ne se mesurait pas en terrain gagné, les bases de feu furent finalement démantelées et la brousse reprit la Terre Rouge, mais en résilience stratégique. Les Australiens avaient prouvé qu'ils pouvaient survivre et gagner une bataille conventionnelle de haute intensité contre les meilleures divisions NVA. Ils avaient affronté la boule de feu dans l'obscurité sans ciller. Le sacrifice à Coral-Balmoral assura que les NVA ne sous-estimeraient plus jamais la létalité d'une base de feu australienne. Le prix fut du sang payé intégralement par une génération de jeunes hommes qui transformèrent 2 coordonnées obscures sur une carte en terre sacrée. Pendant des décennies, la bataille de Coral-Balmoral resta un fantôme dans la conscience nationale australienne. Un enfer oublié, éclipsé par la célébrité cinématographique unique de Long Tan. Alors que Long Tan était une rencontre dramatique et nette, correspondant au récit d'une victoire des outsiders, Coral-Balmoral était un siège industriel épuisant sans conclusion propre. Pourtant, pour les vétérans ayant survécu à ces 26 jours de feu, ce fut le moment où l'armée australienne prouva vraiment sa valeur contre le poids total d'une armée régulière professionnelle. La principale raison de son statut oublié longtemps fut la nature de la guerre au pays. En mai 1968, le soutien public australien à la guerre du Vietnam se fracturait. Les nouvelles de Bien Hoa n'étaient pas celles d'une escarmouche héroïque, mais d'une guerre d'usure, sanglante et grinding. Le gouvernement, prudent face à la montée du sentiment anti-guerre, n'amplifia pas l'ampleur du sacrifice à Coral-Balmoral. En conséquence, les hommes rentrèrent dans un pays de plus en plus indifférent, voire hostile à leur service, et leur lutte titanesque fut enterrée dans les archives classifiées de Canberra. Cependant, dans le monde de la doctrine militaire, l'héritage de Coral-Balmoral est immortel. Elle est étudiée aujourd'hui comme une leçon magistrale en soutien de feu défensif. La bataille prouva que le concept de base de feu aéromobile australienne était viable, à condition d'être ancré par le courage brut des artilleurs et le point de fer des chars Centurion. Elle redéfinit la relation entre les différentes branches, montrant que lorsque infanterie, blindés et artillerie fonctionnent comme un seul organisme, ils peuvent résister à une force 10 fois supérieure. Ce ne fut qu'en 2018, pour le 50e anniversaire, que le gouvernement australien accorda enfin la citation unitaire pour bravoure aux participants de Coral-Balmoral.
Ce fut une reconnaissance tardive des nerfs d'acier montrés en 1968, une admission formelle que ces hommes avaient affronté le combat le plus soutenu et intense de toute la guerre. L'héritage de Corral Balmoral est un rappel que la gloire ne se trouve pas toujours dans la victoire rapide, mais dans la détermination sombre et silencieuse à tenir la ligne quand le monde explose autour de vous. Les fantômes de la jungle de Longtan peuvent avoir la gloire, mais les hommes de fer de Corral Balmoral ont le respect de chaque soldat professionnel qui comprend le vrai coût de tenir une base de feu en enfer. Ils prouvent que le soldat australien ne se brise pas, il creuse simplement plus profond, attend que le barrage cesse et se prépare à la prochaine charge.